Bonjour et bienvenue à notre webinaire mensuel du WDI, le Women's Declaration International, la Déclaration internationale des droits des femmes basée sur le sexe. Le WDI s'oppose au remplacement de l'identité sexuelle par la notion d'identité de genre, parce que ce remplacement a de nombreuses incidences sur les droits des femmes et des filles. Nous vous invitons à signer la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Le lien sera ajouté dans le chat. Alors, les violences et les discriminations que subissent les femmes à travers le monde sont basées sur notre sexe et non pas sur un sentiment que nous avons d'être des femmes. L'interdiction de voter, d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation du mari, de sortir sans être accompagné d'un homme, de faire des études, les mariages forcés pour assurer aux hommes une descendance, l'excision, les privations de diverses libertés pour assurer la soumission au mari, l'obligation de porter un voile. Toutes ces discriminations s'exercent contre les femmes à des degrés et à des formes diverses, selon les cultures et les époques. Mais elles sont présentes partout. Nous ne sommes jamais à l'abri de voir compromettre ou disparaître nos droits. Les femmes iraniennes en savent quelque chose. Le webinaire d'aujourd'hui traitera de l'article 8 de la Déclaration internationale des droits des femmes, l'élimination de la violence à l'égard des femmes. C'est avec un très grand honneur aujourd'hui que nous accueillons les représentantes de la Ligue du droit international des femmes, Madame Annie Sugier et Maître Linda Veil-Curiel, qui nous entretiendront de deux actions qu'elles ont initiées pour soutenir la révolte des femmes en Iran contre l'injonction religieuse de porter le voile et l'apartheid sexuel auquel elles sont soumises depuis 1979. Ces événements en Iran ont été déclenchés suite à l'assassinat de la jeune Mahsa Amini. En Iran comme ailleurs, les violences et les discriminations sont faites aux femmes en fonction de leur sexe. La Ligue du droit international des femmes tente de faire reconnaître par l'ONU l'existence de l'apartheid sexuel, comme celle-ci a reconnu le crime d'apartheid racial en Afrique du Sud. La Ligue a rédigé et transmis une lettre au président du comité olympique, Thomas Bach, lui demandant d'appliquer les règlements de la Charte olympique et de suspendre la participation de la République islamique d'Iran, notamment aux Jeux olympiques qui se tiendront en Paris en 2024. Comme le CIO, en invoquant que l'Iran contrevient aux articles 50.2 et 59.1 de la Charte olympique. D'autre part, la Ligue du droit international des femmes a aussi préparé une lettre au secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, et à la directrice exécutive de UN Women, leur demandant de modifier la définition du crime d'apartheid de la Convention internationale de 1973 contre le crime d'apartheid pour y inclure l'apartheid sexuel et pas seulement racial, qui est pratiqué par l'Iran, l'Afghanistan, l'Arabie saoudite et d'autres théocraties. Je voudrais faire ici une parenthèse sur le concept de séparation de la religion et de l'État. La plupart des pays démocratiques partagent et soutiennent une volonté commune de cette séparation. Plusieurs modèles du vivre ensemble sont proposés. La laïcité est celui adopté par la France et le Québec, et le multiculturalisme est celui adopté par les pays anglo-saxons. Ces deux conceptions partagent une volonté de séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État, mais les motivations en sont différentes. La tradition anglo-saxonne souhaite protéger la religion de l'ingérence, elle souhaite protéger la religion
de l'ingérence de l'État, tandis que la laïcité française est motivée par le désir de protéger l'État de l'ingérence religieuse. Ces motivations différentes sont différentes et la manière de mettre en œuvre cette séparation trouve leur source dans leur histoire respective. À la fin de cette présentation, Annie et Linda seront disponibles pour répondre à vos questions. Vous pouvez utiliser le bouton questions et réponses. Dans la version anglaise, c'est Q&A. Au bas de votre écran pour les soumettre. Il me fera plaisir de les transmettre à nos invités. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos conférencières d'aujourd'hui. Annie Sugier est militante féministe et présidente de la Ligue du droit international des femmes, qu'elle a cofondée avec Simone de Beauvoir et Anne Zielinski en 1983. Annie a été la première femme directrice scientifique dans le domaine de la sécurité nucléaire. Elle est aussi écrivaine. Elle a coécrit avec Linda Vell-Curiel Un féminicide en France, Sohan, 17 ans brûlés, vive aux éditions du Bord de l'eau, et Comment l'islamisme a perverti l'olympisme. Notre deuxième invitée, Linda Vell-Curiel, est avocate au barreau de Paris. Elle est engagée dans la défense des droits des femmes depuis plusieurs années. Elle a consacré une bonne partie de sa pratique à lutter contre l'excision, qui est une mutilation sexuelle. Linda est secrétaire générale de la Ligue du droit international des femmes et écrivaine. Alors, je souhaite bienvenue à Linda et Annie. Alors, je vais commencer avec Linda. Avec Annie. Excusez-moi, avec Annie. Annie, pourriez-vous nous présenter votre association? Merci Ghislaine, merci de nous avoir invités. C'est vraiment assez extraordinaire d'avoir ces moyens techniques qui nous permettent d'être en relation avec vous, avec toi. Tu as déjà présenté très clairement notre action, mais c'est assez étrange parce que je réalise que ça fait tout juste 40 ans. Nous étions en 1983. Quand, avec Simone de Beauvoir, on crée la Ligue du droit international des femmes, et un article sort dans Le Monde où Simone de Beauvoir est interrogée sur les défis du futur, et elle annonce la création de la Ligue du droit international des femmes. C'était à l'occasion du 8 mars 1983. Et elle dit que les enjeux sont internationaux, partant du constat que le droit des femmes varie au gré des cultures et des religions, comme si la notion d'universalité ne s'appliquait pas aux femmes. Et en fait, ce qui nous a fait comprendre l'évidente nécessité d'un combat au niveau international, c'est la révolution islamique d'Iran et son prosélytisme religieux. C'est-à-dire que dès ce moment-là, on est consciente que ce qui se passe en Iran et qui est présenté par certains de mes amis gauchistes comme un espoir d'un modèle révolutionnaire contre le modèle matérialiste occidental, va être en fait une brutale régression à l'encontre du droit des femmes. La question du voile va se poser dès ce moment-là, puisque c'est l'une des premières mesures qui est prise par les Iraniens. En outre, une autre raison de la création de la Ligue, c'est que nous sommes conscients que dans un monde globalisé qui se caractérise par d'importants mouvements de population, les violences de type culturel ou religieux qui ont pu exister aussi dans nos pays, mais qui ont disparu, comme les mariages forcés, comme l'excision, comme les enlèvements de jeunes filles issues de l'immigration, les crimes d'honneur, les enlèvements de couples mixtes franco-algériens, par exemple, toutes ces causes que nous allons prendre à bras-le-corps, eh bien, vont s'inviter en France, et effectivement, se sont invités en France. Grâce à Linda Vell-Curiel, que je contacte dès ce moment-là, eh bien, nous constituons partie civile dans des procès qui portent sur tous ces sujets-là, puisque la loi nous permet en effet de nous constituer partie civile. Et là, on touche à l'objectif fondamental de la Ligue, qui est de faire progresser le droit. Tu as cité
la question de l'apartheid sexuel qui va être au cœur de notre problématique aujourd'hui, eh bien, les lettres que nous avons envoyées, c'est bien dans le sens de faire progresser le droit. En résumé, je conclurai donc là-dessus, sur cette présentation, ce qui caractérise l'action de la Ligue depuis 40 ans, c'est sa cohérence et son obstination à refuser le relativisme culturel qui se fait sur le dos des femmes. Alors, merci Annie pour cette présentation de la Ligue. Je vais demander maintenant peut-être à Linda de nous expliquer ou de nous informer comment la notion d'apartheid sexuel s'est imposée à vous. Mais je te remercie de me passer la parole maintenant et je pense que Simone de Beauvoir aurait été extrêmement surprise d'apprendre que c'est par le sport que nous avons pu faire avancer cette notion d'apartheid sexuel. Et figurez-vous que c'est en 92, à l'occasion des Jeux de Barcelone, que ça nous est apparu comme une évidence. Parce que ni Annie ni moi ne sommes sportives, mais Annie avait un intérêt particulier à regarder la télévision, l'ouverture des Jeux olympiques de Barcelone, et parce qu'elle est fluent en espagnol, comme on le dit en bon français, et qu'il y avait l'aventure Mandela. 92, c'est l'année où l'Afrique du Sud, qui avait été bannie pendant 30 ans des Jeux olympiques et puis de toutes les compétitions sportives, à cause du régime d'apartheid racial, revient et Mandela est acclamé par le stade entier. Mais c'est à ce moment-là que c'est Annie qui repère cela et qui me téléphone immédiatement. Elle repère deux anomalies qui vont tourner autour de l'Iran d'ailleurs. C'est assez étrange, mais l'Iran est vraiment maintenant au centre de nos préoccupations. Premièrement, la délégation iranienne, au moment de la cérémonie d'ouverture, est précédée par un homme, alors que toutes les autres le sont par une femme, une jeune femme en short. Eh bien, on apprendra par une dépêche AFP que la délégation iranienne avait protesté et obtenu le remplacement de cette jeune femme par un homme. On ne marche pas derrière une femme en short, d'autant plus. Et puis, deuxième anomalie, le nombre de délégations sans aucune femme. On en dénombre 35. Mais la presse ne s'en émeut pas. Quand les Noirs sont absents, immédiatement tout le monde crie au scandale. Que les femmes soient absentes, on ne le remarque pas. C'est ce qu'on appelait le sexisme ordinaire. Alors là, on s'est dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il faut que pour les prochains Jeux, qui d'ailleurs vont se dérouler à Atlanta, il faut que cette discrimination disparaisse et qu'on alerte le Comité international olympique sur cette anomalie et ça nous amène à potasser la charte olympique. Parce que si l'on veut réprimander le Comité international olympique, il faut lui mettre le nez dans là où ça fait mal. Et donc, ayant potassé la charte, on tombe sur les principes essentiels, parmi lesquels le principe numéro 6. Alors, je vais vous le lire pour ne pas me tromper. Toute forme de discrimination à l'égard d'un pays ou d'une personne, qu'elle soit pour des raisons raciales, religieuses, politiques, de sexe ou autres, est incompatible avec l'appartenance au mouvement olympique. Bon, pour nous, l'affaire était réglée. On écrit au CIO, avec l'appui de notre ministre des Sports de l'époque, qui s'indigne également. On se dit, bon, ça y est, ils vont revoir un petit peu la charte et régler la question. Que nenni. Vraiment, nous étions extrêmement naïves. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne une conférence de presse qui a intéressé, alors à notre grande surprise, la presse du monde entier.
Et au lendemain de cette conférence de presse, on lit, à la suite des commentaires de toute la presse, un article furibard de l'adjoint du président du CIO qui nous dénonce en disant que, en comparant la situation des femmes à la cause des Noirs, c'est insulter Mandela et le peuple noir en général. Pire, les journalistes interrogeant le CIO, eh bien, la réponse absurde au regard de la charte olympique a été de dire, bof, si certains pays refusent d'envoyer des femmes aux Jeux olympiques, qui pouvons-nous? Eh bien, oui, vous y pouvez, faites appliquer votre charte. Et pour couronner le tout, on apprend que l'Iran venait d'organiser les Jeux dits de la solidarité islamique pour permettre aux femmes de concourir sans que, selon les termes mêmes du président de l'Iran de l'époque, qui ouvre les Jeux, il explique que la corruption qu'entraîne la présence simultanée d'hommes et de femmes dans un même lieu nécessitait que des mesures soient prises, telles que l'organisation de Jeux séparés pour les femmes. Mais est-ce que ça n'est pas là la définition de l'apartheid sexuel? Et c'est donc à partir de ce moment-là que nous allons développer des actions et que Annie va vous expliquer maintenant. Enfin, j'ajoute simplement que notre réflexion a poussé jusqu'à concevoir la nécessité d'un instrument juridique pour mettre un terme, pour châtier, pour sanctionner cet apartheid sexuel qui a été d'ailleurs dénoncé dans une tribune que nous avions écrite dans, tenez-vous bien, Libération. Est-ce que vous voyez l'article que nous avions écrit et qui a été publié en 2016 où déjà nous dénoncions donc publiquement l'apartheid sexuel et nous demandions l'exclusion de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Et deuxième image que je voulais vous montrer, à l'occasion des Jeux olympiques Paris 2024, nous demandions la solidarité avec les Afghanes, les Iraniennes et les Saoudiennes contre l'apartheid sexuel. Et notre brochure, elle date de 2017. Alors, je te passe maintenant le flambeau, Annie, puisque nous sommes en année pré-olympique. À toi. Alors, je vais continuer l'histoire qu'a commencé Linda. En fait, nous constituons un comité qui s'appellera le comité Atlanta Plus dans la perspective des Jeux olympiques d'Atlanta, qui ont lieu donc en 96. Et nous ciblons l'Iran en demandant clairement l'exclusion de ceux qui excluent les femmes, et en particulier l'Iran. Or, à ce moment-là, nous apprenons, au moment où nous arrivons à Atlanta, que l'Iran va envoyer une femme, et non seulement ça, mais qu'elle va être porte-drapeau. En fait, cette femme sera voilée de la tête aux pieds. Il faut voir que pendant les 20 années qui vont suivre, jusqu'en 2012, aux Jeux olympiques de Londres, eh bien, le nombre de délégations sans femmes, là vous voyez dans l'image qui vous est présentée, la première voilée qui fait son entrée dans le stade, et vous voyez tout le lobbying que vont organiser les Iraniens pour pervertir les Jeux et la charte olympique et permettre que la condition qu'ils posent à la présence des femmes dans l'espace public, eh bien, soit appliquée, y compris dans le stade olympique. Donc,
on peut penser que nous avons gagné une bataille puisque entre 1992 et 2012, les 35 délégations sans femmes vont les unes après les autres disparaître et on aura des délégations qui seront toutes composées d'hommes et de femmes. La dernière à résister sera l'Arabie saoudite qui va poser 3 conditions pour envoyer 2 femmes à Londres. C'est premièrement qu'elles soient voilées de la tête aux pieds, deuxièmement qu'elles soient dans des compétitions non mixtes et troisièmement qu'elles soient en permanence sous le regard de leur tuteur masculin. Et là, on voit clairement que c'est bien l'apartheid sexuel qui est voulu par ces théocraties islamistes et que c'est bien une forme d'esclavage des femmes puisque elles sont sous la domination directe de leur gardien masculin. Donc, c'est une amère victoire. Naturellement, le président du CIO se félicite du fait qu'enfin toutes les délégations sont mixtes, mais nous savons que nous avons perdu, sinon la bataille, mais en tout cas une première manche. Et c'est alors que nous cherchons à savoir comment rebondir. Et le fait que les Jeux olympiques se tiennent à Paris l'année prochaine, au fond, c'est une opportunité. Avant même qu'il y ait ces événements tragiques, catastrophiques d'Afghanistan et d'Iran, nous pensons que nous devons saisir cette opportunité, d'autant que 55 municipalités à travers le monde ont soutenu la candidature de Paris 2024 en avançant le fait que Paris, par son histoire, est une ville qui peut redonner des couleurs, un nouveau souffle aux valeurs olympiques. Et donc, à partir de ce moment-là, nous faisons la brochure dans laquelle nous montrons que, à ce moment-là, au début, nous ne parlons que de l'Arabie saoudite et de l'Iran, parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas encore le retour des talibans, mais nous allons remettre à jour notre brochure en demandant la solidarité aussi avec les Afghanes. Et ce que nous disons, c'est que cet apartheid sexuel est au cœur de ces sociétés qui imposent la régression du droit des femmes à travers l'obligation du port du voile, qui est un symbole d'apartheid sexuel et qui est effectivement la première mesure qu'ils prennent. Il est vrai que le modèle afghan n'est contesté par personne. Tout le monde voit clairement que les femmes sont renvoyées à la maison, qu'elles n'ont plus accès même aux services publics et d'autre part qu'elles sont exclues de l'éducation, des collèges, de l'université, des parcs publics. Et puis là-dessus arrive la mort, l'assassinat de cette jeune femme que tu as citée, Jida Amini, en Iran, pour mauvais port du voile. Et ce qui est important de voir, c'est que des personnalités comme Madame Bachelet, qui était haute commissaire aux droits humains il n'y a pas très longtemps, mais aussi le monsieur Affaires étrangères de l'Union européenne, et aussi une résolution de l'Union européenne parle de ségrégation absolue, parle de violence systémique à l'encontre des femmes, c'est-à-dire que tout d'un coup, ceux qui nous étaient niés par le CIO, quand il nous disait, vous ne pouvez tout de même pas comparer l'apartheid racial avec tous les morts que ça a entraîné, avec ces guerres civiles, eh bien tout d'un coup on se rend compte que cette obligation du port du voile peut aller, comme le dit la résolution de l'Union européenne, jusqu'à l'assassinat des femmes. Et maintenant, ce qui se passe avec les petites filles dans les écoles, il y a tout de même 1200 petites filles qui sont touchées, c'est une arme chimique qui est utilisée contre les petites filles. Donc, cette démonstration que nous tentons de faire depuis des années, maintenant, elle est faite. Les éléments de langage, comme on dit, qui sont utilisés par les plus hautes personnalités de défense des droits humains, démontrent la justesse de la cause que nous défendions. Donc, notre action maintenant, elle part dans deux directions.
d'une part, Paris 2024. Qu'est-ce que nous demandons aux organisateurs de Paris 2024? Nous savons que seul le CIO peut exclure des pays, mais nous voulons que le comité d'organisation, comme l'avait fait en 1958 le Comité national olympique de Norvège, qui avait écrit une lettre ouverte au président de l'époque, Brundage, pour lui demander l'exclusion de l'Afrique du Sud, eh bien, que M. Tony Estanguet ait le courage d'envoyer une lettre ouverte au président du CIO pour lui demander l'exclusion des pays qui pratiquent l'apartheid sexuel. Ce que nous demandons aussi, c'est auprès des Nations Unies, et tu l'as cité dans ton introduction, par les lettres que nous avons envoyées au secrétaire général et à d'autres hautes personnalités des Nations Unies, c'est que la Convention de 1973 pour l'élimination de la répression du crime d'apartheid soit étendue au cas de l'apartheid sexuel. Il n'aurait jamais dû. Une convention, c'est comme une loi, ça doit être général. La notion d'apartheid qui apparaît dans le titre, il n'est pas marqué apartheid racial, il est marqué apartheid. Mais ils l'ont restreint dans l'article 2 en le restreignant donc à l'apartheid racial. Eh bien, nous demandons qu'il soit élargi à toute forme d'apartheid et notamment à l'apartheid sexuel, de manière à criminaliser, car tous les outils qui existent auprès des Nations Unies ne sont pas suffisamment efficaces pour que ceux qui imposent l'apartheid sexuel soient traduits devant les tribunaux internationaux et qu'un pays, en l'occurrence plusieurs pays, soient mis au banc des sociétés comme l'avait été l'Afrique du Sud. Donc, à nous de nous tourner vers les ambassadeurs de nos différents pays auprès des Nations Unies pour proposer que cette modification de la loi internationale soit mise à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies. Seul un pays peut le faire. Nous l'avons demandé au président de la République française. Celles qui nous écoutent et qui sont d'autres pays, eh bien, qu'elles fassent la même démarche auprès de leur ministère des Affaires étrangères et de leurs ambassadeurs. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie de votre attention. Alors, merci Annie. Qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui disent que si on compare par exemple l'Afrique du Sud et l'Iran, par exemple, aux Jeux olympiques, que les femmes peuvent participer aux Jeux olympiques en Iran, ce qui n'était pas le cas au début avec les Noirs d'Afrique du Sud. Que leur répondriez-vous à ces opposants-là? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir entendu bien la question. Alors, oui, d'accord. Alors, moi, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous répondriez à une personne qui vous dirait, par exemple, que en Afrique du Sud, c'est-à-dire en Iran, les femmes ont le droit de participer aux Jeux olympiques et qu'en Afrique du Sud, au tout début, en tout cas, les hommes noirs n'avaient pas, ou les Noirs n'avaient pas le droit. Alors qu'il y a une différence. Qu'est-ce que vous répondriez à cette question-là, par exemple? Alors, en réalité, les Noirs avaient le droit de faire du sport dans des lieux séparés. Au moment de la négociation avec le CIO, les autorités d'Afrique du Sud avaient même proposé que des Noirs puissent participer aux Jeux olympiques, mais ne changeaient pas la loi nationale. Eh bien, le CIO, après une longue réflexion, a refusé. Il a considéré que la loi de l'apartheid était contraire aux valeurs olympiques et que ce n'est pas parce que il y avait quelques Noirs dans la délégation que ce pays ne bafouait pas la loi olympique. Or, dans le cas de l'Iran, par exemple, l'Iran a posé des conditions qui sont contraires à l'esprit olympique et à la charte olympique. Et pire que ça, le stade est un lieu international
qui est regardé par la moitié de l'humanité, notamment par la jeunesse, et qui est au fond une promotion des valeurs de l'olympisme, et notamment de cette trêve olympique qui impose qu'aussi bien les participants que le personnel encadrant, en ce sens c'est plus puissant que nos laïcités, respectent cette règle de neutralité. Or là, l'Iran non seulement ne la respecte pas, mais il fait finalement la promotion devant le monde entier d'une vision ségrégationniste de la relation entre les hommes et les femmes. Car le voile, qu'est-ce qu'il signifie concrètement et symboliquement? C'est un morceau de tissu qui sépare le corps des femmes du corps des hommes dans un espace public. Naturellement, au détriment des femmes, puisque les hommes, eux, n'ont pas ce problème. C'est-à-dire que l'universalisme reste masculin. Et c'est une manière de rappeler que même dans un espace public, l'assignation des femmes, c'est dans l'espace privé. Et je répète ce qu'a dit Linda en parlant du président Rafsanjani, qui a dit que la pureté islamique, donc nous sommes sur des valeurs religieuses qui n'ont rien à voir avec l'olympisme, impose que l'on évite la corruption qui pourrait naître de la présence simultanée d'hommes et de femmes dans un même espace. N'oublions pas que les femmes en Iran n'ont pas le droit d'aller dans les stades. Et donc, on est bien dans l'apartheid. Exactement. Je pense, est-ce que les femmes, même celles qui participent aux Jeux olympiques, même voilées, est-ce qu'elles ont le droit de faire tous les sports, de pratiquer tous les sports? Elles n'ont en effet pas le droit de faire tous les sports, en particulier la natation. On se souvient de cette nageuse iranienne qui, malgré tout, en étant toute seule dans la mer Caspienne, a dû nager avec ce vêtement qui est une manière, en fait, de stigmatiser son corps, non seulement symboliquement, mais elle a dit « j'avais mon corps blessé ». Elle a fait 25 km à la nage et les autorités iraniennes ne voulaient pas reconnaître la performance. Voilà, la performance qu'elle avait faite. Finalement, ils l'ont reconnue, mais on voit bien que la boxe est interdite. Souvenez-vous de cette jeune boxeuse qui est venue boxer en France et qui a été menacée de prison et donc n'a pas pu retourner en Iran. Donc, elle est réfugiée en France, car la boxe est interdite. Donc, rien que pour ça, le Comité national olympique iranien devrait être exclu. Or, dans la dernière lettre que nous a écrit le président du CIO, dans lequel on lui reproche son silence par rapport au courage des sportives et des sportifs iraniens, souvenez-vous de cette jeune grimpeuse qui a grimpé en retirant son voile. Souvenez-vous, au Qatar, l'équipe de foot iranien qui a refusé de chanter l'hymne et qui était avec un vêtement sombre pour montrer la solidarité avec le mouvement des femmes iraniennes. Donc, on voit bien la révolte des sportifs iraniens et des sportives. Eh bien, la réponse du CIO, c'est de dire qu'il doit être prudent, mais que de toute façon, le Comité national olympique iranien conserve toute la confiance du Comité international olympique, alors que nous savons qu'il est pourri et perverti. Alors, on voit à l'écran. Voilà le courage de ces Iraniennes. Alors qu'on nous disait qu'elles étaient volontaires, ne parlons pas aussi, avant même qu'il y ait les événements actuels, de ces sportives iraniennes qui ont quitté l'Iran et qui ont dit « nous avons été obligés de mentir ». Et même toute la gloire allait à ces corrompus que sont les dirigeants sportifs iraniens, mais qui ont toute la confiance du CIO. Oui. Oui, tu peux peut-être passer les images des footballeuses. On voit tout de suite On voit les footballeuses avant la révolution islamique d'Iran et après la révolution islamique d'Iran.
car effectivement, avant la révolution islamique d'Iran, on avait des grandes sportives iraniennes. Les images vont être présentées dans quelques instants. Merci. Voilà. Avant, après, voilà. Alors, avant 1960, pour les plus jeunes, la Vous révolution. voyez que là, vous avez les sportifs, les footballeurs iraniens, eux, ça ne pose aucun problème. On voit leurs genoux, alors que normalement, la pudeur chez les hommes, vous voyez, on voit leurs genoux. On ne devrait pas le voir, mais ça ne pose pas de problème. Les hommes peuvent accepter les valeurs occidentales, pas les femmes. C'est pour ça que je dis que le relativisme culturel se fait sur le dos des femmes. L'universalisme, c'est pour les hommes. Voilà, voilà, c'est très bien dit, Annie. Je vous remercie. C'est exactement ça. L'universalisme, c'est pour les hommes et c'est peut-être pour ça que l'apartheid racial a été reconnu. Est-ce que ça peut être parce que ça touchait les hommes? On peut se poser la question. Absolument. Ouais. C'est-à-dire que quand il s'agit des hommes, on trouve toujours un outil juridique puissant. Mais quand il s'agit des femmes, au fond, c'était comme quand on parlait des violences conjugales ou du viol, on disait c'est des problèmes privés. Au niveau international, on se heurte au même problème. C'est-à-dire que on va tout de même pas s'occuper des affaires des femmes des autres, hein, des affaires privées de ces États-là. Eh bien, d'où c'est vraiment essentiel d'obtenir l'élargissement de cette convention qui n'aurait jamais dû être restreinte au seul cas de la ségrégation raciale. Exactement. En fait, c'est que les femmes semblent être soustraites de l'universalisme, c'est ce qu'on comprend. Voilà, voilà. C'est le fondement. On n'aura pas gagné notre bataille tant que, comme le disait Simone de Beauvoir, eh bien, le droit des femmes variera au gré des cultures et des religions. Et là, avec la règle 50, nous avons, comme je le disais, un outil plus puissant que la laïcité dans un espace international qui permet une pédagogie de cette notion de trêve olympique et de moments où il n'y a aucune différence entre les êtres humains, hommes, femmes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, ils respectent une règle unique. Voilà. Linda, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Non, mais il suffit de voir les photos pour comprendre les sujétions auxquelles sont soumises les femmes. Et c'est toujours la notion du corps, c'est le corps des femmes qui est en question. Qu'il soit trop dénudé ou trop habillé, il y a toujours une critique à faire. Exact. On l'a vu avec le volleyball. Pardon, Annie, on l'a vu avec le volleyball, oui. C'est très juste, en effet. L'oppression des femmes passe par leur corps. Elle va prendre des formes différentes entre l'excision, le corset, l'exhibition. Et nous avions écrit dans une de nos brochures que trop couvrir le corps des femmes pour des raisons religieuses ou trop le découvrir pour des raisons raciales, pour des raisons commerciales, c'est considérer le corps des femmes comme un sexe. Voilà, c'est ça. Non pas comme un corps de sportive. Exact. D'ailleurs, j'allais rajouter que c'est ce qu'on a vu par rapport au costume ou à l'uniforme des en volleyball des jeunes filles. Alors, elles étaient plus dénudées, elles étaient très sexuées, elles avaient un costume très sexué et elles voulaient avoir un costume plus ordinaire. Déjà, encore là, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que le corps est soit trop sexué, mais il est toujours vu en fonction du sexe. Voilà, c'est ça. C'est toujours le regard de l'autre sur notre corps. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on les a soutenus. Linda rappelle souvent un rapport qui a été fait récemment sur les discriminations dans le sexe à la demande sexuelle, à la demande du CIO, et qui, sur la question de l'uniforme, dit que les seuls critères qui doivent être pris en compte sont des critères sportifs. Alors, c'est bien joli de faire des rapports comme ça, mais en réalité,
quand on le met au pied du mur de réagir, il ne réagit pas. Ça reste des principes qui sont un peu comme des drapeaux, mais qui ne sont pas appliqués dans le réel. À l'instant où on leur demande de les appliquer, c'est le silence radio. C'est le silence radio, c'est ça. Mais ce qu'il faudrait aussi... Ce qui est intéressant à voir, c'est que le CIO sait sévir lorsqu'il considère que c'est important. C'est-à-dire qu'on n'aura pas oublié à Mexico, en 1968, quand Tommy Smith et John Carlos, pour une bonne cause, hein, ce n'est pas la question, avaient levé le poing contre la ségrégation raciale et pour les Black Power, ils avaient été exclus à vie. L'Afrique du Sud, on sait bien qu'ils ont été exclus pendant 30 ans, mais quand les Français, en 2008, au moment de Pékin, pour dénoncer le choix de Pékin, le fait que c'était une dictature, etc., ils avaient voulu porter un badge où il était marqué pour un monde meilleur, qui est un objectif de la charte olympique, hein, c'est écrit dans la charte olympique. Le président avait fait un grand discours devant la session qui regroupe tout le monde olympique en disant qu'il n'était pas question que les athlètes, qu'ils soient français ou d'une autre nationalité, portent ce qu'ils considéraient comme un message politique. Or, c'était vraiment très gentil. Hein. N'oublions pas que le Koweït a été sanctionné il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, parce qu'il y avait des interférences politiques. N'oublions pas non plus que même la Russie, pour cause de dopage, a été exclue. Donc, le CIO sait être ferme, mais il sait être ferme quand il s'agit des hommes, c'est-à-dire que quand les hommes ne respectent pas la charte, comme la valeur masculine est importante, on n'hésite pas à sanctionner. Mais quand c'est les femmes, hein, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire qu'elles perdent parce qu'éventuellement, elles sont maltraitées? Mais ce n'est pas grave, encore une fois, c'est les affaires intérieures de ces pays-là. Voilà. Donc, on ne nous parle pas de diplomatie féministe. Elle n'existe pas encore. C'est des mots, c'est tout. Alors, l'universalisme est masculin. Il ne faudra pas oublier non plus la dimension économique de cette mode islamique. Regardez Nike. Venez comme vous êtes, c'est-à-dire toute voilée. Vous êtes accepté. Et la confection de ces costumes spéciaux pour les musulmanes. Donc, une fois de plus, on va catégoriser, séparer et distinguer pour le pire. Et voyez un peu les autres musulmanes qui veulent concourir en respectant la règle, eh bien, elles sont stigmatisées maintenant, puisqu'il y a cette autorisation de porter un costume couvrant. C'est effrayant parce qu'on entraîne les femmes vers une sorte de sujétion qui va s'étendre. On devrait pouvoir voir la photo de Nike. Voilà, on va la voir dans quelques instants, effectivement. C'est un marché de 500 milliards de dollars par an. J'allais dire c'est un marketing aussi sur le dos du corps des femmes également. Absolument, et c'est pour ça que moi qui suis au Parti socialiste en France, je suis très agacée par la gauche qui ne comprend pas qu'il y a finalement une alliance objective entre les communautaristes et les grandes firmes mondialisées. Oui, voilà, et on dirait que ça sera raffermi cette alliance-là, oui. Est-ce qu'ils ne comprennent pas ou ne veulent pas, je ne sais pas. C'est peut-être pas ça qu'on veut voir. Oui, ben en tout cas, ça c'est bien aussi. Mais sur le PowerPoint, il y avait sur le PowerPoint, il y avait une photo en noir et blanc là, de Nike. Je vais vous relancer un peu là-dessus. Alors, c'est un marché de 500 milliards. Alors, oui. C'est énorme comme argent et on peut comprendre aussi que les enjeux ne sont peut-être pas toujours des enjeux sportifs ou des enjeux politiques ou même, là vraiment, on est rendu à une accaparation, une appropriation même de cette religion, de l'islamisme finalement. Oui, voilà.
Ouais, C'est extraordinaire parce que ça apparaît comme presque révolutionnaire. voilà, Don't think who you are, change the world, just do it. c'est ça. Allez-y, allez-y, c'est merveilleux. Mm. Et elles sont là, elles sont jolies, elles sont. Et nous avons ce combat en France aussi à travers ce qu'on appelle les hijabeuses. C'est une association communautariste qui est soutenue par des sommes énormes venant de l'Union européenne et naturellement des islamistes. Elles attaquent devant le Conseil d'État, qui est la juridiction suprême, devant le Conseil d'État, la Fédération française de foot, qui, dans son article 1er, reprend la règle 50 d'obligation de neutralité, donc interdiction de porter le voile. Et nous, grâce à un avocat, Frédéric Thiriez, qui fait partie du Conseil d'État, car il faut être du Conseil d'État pour pouvoir apporter une défense. On est en défense de la Fédération française de foot. Nous n'avons pas encore la décision. Mais ce que nous demandons, c'est que toutes les fédérations françaises, à l'image de la Fédération française de foot, incluent dans leur règlement ce qu'ils devraient respecter déjà parce qu'ils dépendent hiérarchiquement s'ils sont des sports olympiques, de la charte olympique, mais que ça soit encore plus clair en l'intégrant dans leur statut. Oui. Ce combat se passe aussi en France. Oui, oui, ça passe partout, effectivement. Sur la photo qu'on a vue tout à l'heure, on a l'impression que le marketing de cette photo-là, ce qu'il y a derrière, c'est « be yourself » en anglais, « soyez vous-même ». On a l'impression que c'est ça qui est dit aux jeunes femmes, comme si le fait de porter le voile, de représenter des attitudes et des comportements d'humilité, de vouloir cacher son corps, ça équivaut à être soi-même. C'est comme si ça faisait, comme si le voile faisait partie de leur intégrité personnelle et entière, en fait. C'est ce qu'on comprend dans cette photo-là. Oui. Est-ce qu'on peut montrer la photo de Pékin, de la coureuse à Pékin, qui est une... Enfin, on la reconnaîtra tout de suite, c'est une Schtroumpf. Oui, c'est une Barénie. On va la montrer. Je me souviens que nous avions mis en garde les médias parce que comme on n'a pas eu notre visa pour Pékin, on n'a pas pu y aller, mais on avait fait une conférence de presse en Suisse, enfin aux Nations Unies dans une salle des Nations Unies. C'était en quelle année? C'était en 2008, je crois, c'est ça? Oui, en 2008. En 2008, oui. En 2008. Et donc, on avait dit aux médias, soyez nos yeux et notre voix. Et quand on écoute à la télévision française et qu'on a vu la Schtroumpfette, là dont parle Linda, elle doit avoir chaud là-dessous. Voilà, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est qu'elle devait avoir chaud là-dessous. Oui, Ça, oui. c'est le match qui était hors jeu. Et ça, c'est ce qui est intéressant de voir aussi, c'est les 3 grandes médaillées d'or musulmanes d'Afrique du Nord menacées par les intégristes qui sont Hasiba Nawal El Moutawakel au jeu de Los Angeles, ensuite Hasiba Boulmerka, l'Algérienne, Oui. au jeu de Barcelone, et Habiba Ghribi au jeu de Londres. Et elles ont respecté la charte olympique. Mais maintenant, une femme qui respecterait musulmane, elle aurait ses autorités sur le dos qui lui diraient « Mais les autres portent le voile, pourquoi tu ne le portes pas, toi ?» Donc, Oui. on est en danger. On va voir les photos. Voilà, on voit les photos. D'Afrique du Nord. Et je me souviens que Hasiba Boulmerka, qui avait été menacée par les intégristes et qui était obligée de s'entraîner à Cuba, avait dit « Je n'aurais pas l'idée d'aller en short en mosquée, pas plus que j'aurais l'idée d'aller en couverte de la tête aux pieds sur un stade olympique. » Voilà le courage de ces femmes-là, dont on méprise le courage finalement, comme les sportives iraniennes. Parce qu'il y a un courage, enfin nous, on ne se rend pas compte du courage qu'il faut. Ce sont des femmes qui sont menacées de mort.
qui sont menacées d'être défigurées. Et il y en a, pendant la décennie noire en Algérie, c'était à ce moment-là, qui ont été défigurés, qui ont été assassinés. Oui, exactement. Pour ce qui est de votre... si on revient à la lettre qui a été envoyée à l'ONU, je crois qu'elle a été transmise par la poste déjà, celle qui demande... Entre Noël et Nouvel An, nous avons transmis toutes ces lettres par la poste. Mais on sait très bien que ces hauts personnages ont tendance à mettre à la poubelle des lettres quand vous n'êtes pas quelqu'un qui est un ambassadeur. Et donc, nos amis, notamment Michel Vianès, qui est président de Regard de Femmes, va être à New York pour la commission du statut des femmes, la CSW, où jusqu'à très récemment, il y avait l'Iran, mais heureusement, grâce à quelques délégations courageuses, l'Iran n'y est plus. Mais en tout cas, donc, Michel Vianès, avec d'autres, avec Viviane Teitelbaum, qui est députée belge, mais aussi avec des Iraniennes et des Afghanes, elles vont demander un rendez-vous au secrétaire général des Nations Unies pour lui porter personnellement la lettre avec un bouquet de fleurs. Et s'il ne les reçoit pas, de toute façon, il aura la lettre sur le bureau via sa secrétaire. Elle aussi la directrice générale de ONU Femmes, avec lesquelles elles auront un rendez-vous. Donc, c'est personnellement, à l'occasion du 8 mars, que ces grandes féministes vont aller aux Nations Unies pour porter ce courrier. Et nous ne lâcherons pas le morceau. Je pense que ça, nous pouvons le gagner. Oui, je pense que on est en ce moment, peut-être qu'on pourrait dire que les astres s'alignent bien parce que l'Iran n'a pas nécessairement les faveurs de l'Occident présentement et que s'il y a des politiciens qui sont à l'écoute, ben c'est peut-être un beau momentum, peut-être, on pourrait dire. Je pense comme toi que jamais nous n'avons eu autant de possibilités de réussir ce combat-là. Et après le CIO, dont nous avions pensé qu'il serait le premier à réagir, eh bien, il aura la honte d'être le dernier à réagir. Exactement, oui. Oui, effectivement. Donc, pour les femmes qui nous écoutent, s'il y a des actions à prendre, ben, si vous faites partie peut-être d'un organisme féminisme, évidemment, ben, c'est peut-être aussi de relayer la lettre qui se trouve, la lettre est traduite, je pense, en anglais et en français, et elle est disponible sur le site de la Ligue du droit international des femmes. La lettre autant pour le CIO, adressée à Thomas Bach, que la lettre qui est adressée au secrétaire général des Nations Unies aussi. Elle est aussi sur votre site. Ah, il y a quelque chose d'important aussi, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas dit. Il était pour nous important d'avoir la caution de juristes de haut niveau. Et donc, une tribune est sortie dans le journal Le Monde, qui est tout de même une référence, et elle est signée naturellement par Linda Velcuriel qui a écrit cette tribune. Elle est signée par donc 7 ou 8 juristes. Nous voulions surtout des juristes de haut niveau, et elle est signée en particulier par Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, ancienne juge, qui ne pouvait plus exercer en tant que juge, étant donné ce système d'apartheid qui refuse certains postes aux femmes. Et donc, on a la démonstration que nous sommes dans une ligne juridique très claire, légitime. Oui, bien sûr, oui. Alors, si dans d'autres pays, nous voulons aussi participer, ben, c'est peut-être de sensibiliser les politiciens. Chaque pays a un ambassadeur, chaque pays qui est signataire à l'ONU a son ambassadeur
à l'ONU. Donc, c'est peut-être la personne qui peut être interpellée, peut-être aussi pour renchérir une motion à l'Assemblée générale. Les organismes féministes peuvent aussi écrire à Thomas Bach au CIO. Elles peuvent aussi écrire à leurs sénateurs, à leurs ambassadeurs et faire aussi maintenir la pression que vous avez commencé, que vous avez initiée et qui, nous l'espérons, va finalement faire fléchir. Et surtout, on parle de faire respecter, on parle simplement, au niveau de la Charte olympique, on parle de faire respecter leur propre charte. Et au niveau de l'ONU, ben, on le rappelle, ce qu'on demande, c'est de modifier la définition de l'apartheid pour qu'il inclue l'apartheid sexuel. C'est bien ça. Alors, je vais vérifier s'il y a des... est-ce que Linda ou Annie, vous aimeriez rajouter quelque chose? Parce qu'après ça, je vais regarder s'il y a des questions, réponses, s'il y a des questions, pardon, que l'auditoire aimerait vous adresser. On a fait le tour un peu de la question maintenant. Annie aussi. Bon, alors, je vous remercie beaucoup. Je vais regarder dans les questions-réponses. Non, il y en a une qui avait été répondue. Alors voilà, non, ça a été répondu. Alors, je pense que vous avez été très clair. Non, mais c'est-à-dire que vraiment, comme c'est direct, c'est tellement évident maintenant. C'est tellement, c'est tellement simple. Oui. Mais on dit toujours le mot sexe. C'est terrible de penser que on pense aux différentes formes de discrimination et on en oublie toujours une qui est à l'origine de toutes les discriminations. Exact, toujours la même, toujours la même. Je vois une question ici. Alors, on entend souvent des jeunes féministes dire que le féminisme qui dénonce le transgenrisme et la négation de la bisexualité et de l'humanité sont des vieilles féministes. Bon, je le dis entre guillemets, là. Je dirais des féministes expérimentées, si c'est... Alors, alors, la question est ceci. On tente ainsi de réduire notre désaccord à un conflit de génération. Qu'en pensez-vous? Alors, Linda ou Annie? Non, attends, parce que j'ai un petit problème technique. Mon ordinateur n'était pas branché, j'étais juste sur la batterie et il me signale que ça va s'interrompre d'une seconde à l'autre. Donc, je règle le problème technique d'abord, si tu veux bien. Alors, bon, pendant ce temps, je vais parler d'une manière générale de cette question de génération. Il est vrai que le slogan « C'est mon choix » est un slogan qui est très souvent avancé par les plus jeunes Un truc. et qui ne se rendent pas compte que l'oppression des femmes, comme toute oppression, passe par des symboles. Là, je parle pas forcément de la question du transactivisme, mais de la question du voile, parce que la question du voile a aussi fait une espèce de fossé de génération. C'est mon choix, donc je peux porter le voile. Or, les sociétés humaines sont construites sur des symboles, et ces symboles permettent de reproduire l'oppression. C'est pas par hasard que les pays se dotent d'un drapeau. Je cite souvent le cas d'un roi de France qui, après la Révolution française, avait voulu revenir au drapeau blanc. Eh bien, il n'a pas pu parce que l'histoire de France s'était construite sur le drapeau tricolore. Le voile, même avant l'islam d'ailleurs, il a une histoire. Et cette histoire, elle rejoint toute l'histoire de l'oppression des femmes, qui est l'assignation de l'intérieur et la condition posée à notre présence à l'extérieur. Or, l'extérieur, mais l'extérieur, c'est l'aventure. L'extérieur, c'est le soleil, c'est les plantes, c'est la lumière. L'extérieur, c'est la vie. Être enfermé, mais moi, je pense que le crime le plus grave qu'on ait pu commettre contre les femmes, c'est cet enfermement. Donc, dire c'est mon choix de m'arborer de ce qui signifie
l'oppression des femmes, l'enfermement des femmes, eh bien, pour moi, c'est inacceptable. Alors, la question de la transsexualité qui revient à nier la notion même de sexe, qui est fondamentale dans, là je parle même plus des sociétés humaines symboliques, mais dans la réalité corporelle des femmes, c'est encore un degré au-dessus que j'avais même pas imaginé. Donc je laisse parler Linda parce que c'est elle qui a attiré mon attention sur ce sujet. J'étais au départ comme 90% de la population qui ignore ce problème. Oui. Alors voilà, Linda, il y a une précaution absolue, c'est de ne jamais utiliser en anglais, c'est trans woman. Parce que si on dit que ce sont des femmes, ça n'est pas vrai. Ils ne seront jamais des femmes. Et je pense que la question du vocabulaire est fondamentale. Et je voulais dire simplement pour un commentaire à ce qu'Annie disait à propos de l'extérieur pour les femmes, Elizabeth Stanton avait dit au 19e siècle, c'est la bicyclette qui est l'instrument le plus libérateur des femmes. Qui a permis. Elizabeth Stanton. Oui, rien n'a fait plus pour la libération des femmes que la bicyclette, parce que justement, c'est la motricité, c'est bouger, c'est vivre, c'est bouger, c'est pas être enfermé. C'est bien, c'est intéressant. Le voile aussi, pour la question des générations, on voit aussi maintenant que c'est très intéressant de dire que c'est les symboles qui marquent l'oppression et que on essaie, avec la nouvelle génération peut-être, de présenter le voile comme quelque chose à la mode, de tendance. On le voit beaucoup, on l'a vu tout à l'heure avec Nike, mais on le voit aussi avec d'autres compagnies qui essaient de montrer ça comme un symbole sexy et non pas sexiste, mais sexy, je dis le terme anglais, là, comme ils disent en anglais, quelque chose de sexy, quelque chose d'intéressant, quelque chose de tentant, quelque chose de désirant qui exprime son vrai soi. Il y a aussi une autre question qui a été donnée, c'est pourquoi Madame Hidalgo ne vous donne pas caution? Alors, c'est ce qu'on. Est-ce que l'un de vous deux veut répondre? Alors, en réalité, qu'il s'agisse de Madame Hidalgo ou de la présidente du Comité national olympique français, il nous renvoie sur le comité d'organisation, ou même la présidente de région, qui est pourtant quelqu'un qui serait sur notre ligne, qui est, je ne me souviens plus de son nom tout d'un coup. Donc, c'est trop commode de nous renvoyer sur le comité d'organisation. Nous attendons qu'elles prennent position. Donc, on va continuer à leur dire que, franchement, ça n'est pas courageux de leur part. Et je pense que on va réécrire, parce que nos premières lettres datent du moment où la candidature était présentée et au moment où la candidature a été acceptée. Maintenant, ça fait plusieurs années, parce que ça prend du temps, hein, l'organisation des Jeux, donc ça fait plusieurs années que nous n'avions plus écrit à ces personnalités. Je pense qu'avec ce qui se passe en Iran et en Afghanistan, et avec notre projet d'extension de la Convention internationale, peut-être elles vont mieux comprendre ce que nous disons. Nous allons enfin être écoutés. En tout cas, il faut essayer. Oui. Les commerciaux prendront toujours le pas sur l'intérêt des femmes. Oui, effectivement. Alors, je ne vois plus d'autres questions dans les commentaires ou dans... Oups, un instant. Non, voilà, non, elles ont toutes été répondues. Voilà. Alors, écoutez, je vous remercie à tous les deux infiniment. Vous avez été extrêmement généreuses dans vos réponses. J'ai envie de vous dire, c'est un puits de connaissances et d'histoires que j'ai devant moi et j'aurais aimé en profiter plus que ça, mais là, je sens que je profite de vous un peu.
Alors, je vais vous remercier sincèrement au nom de notre groupe, le WDI, et aussi au nom de l'auditoire qui semble avoir beaucoup apprécié. On voit beaucoup sur le chat des merci et des bravos et des... je ne sais pas si vous voyez à votre écran, là, il y a des pouces en l'air qui défilent et des cœurs, et voilà. Alors, vas-y, Annie. Vas-y, je t'écoute, Annie. Oui, non, je vois passer des cœurs, des bravos. Voilà. Ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment merveilleux d'avoir pu parler avec vous, vraiment. On a besoin de ce soutien. On peut gagner si, franchement, je suis sûre qu'on peut gagner là. Il faut qu'on soit tous unis, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on trouve un pays qui ait ce courage. Et que les jeunes générations nous rejoignent et comprennent où est leur intérêt. Oui, tout à fait. Alors, ces vidéos sont enregistrées, donc ils seront mis en ligne dans une ou 2 semaines. Là, les gens qui ont participé aux vidéos recevront l'information ainsi que les liens qui ont été donnés dans le chat et pourront être réécoutés après un montage. Et ils seront disponibles et vous allez pouvoir atteindre d'autres personnes encore. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie. Nous allons mettre fin à ce webinaire. Je remercie toutes les personnes qui ont participé et assisté à ce webinaire. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre webinaire mensuel du WDI. Alors, au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.